Culture Soccer. Bienvenue à un nouveau épisode de Coupe du Monde 2019 sur Culture Soccer. On est très content d'aujourd'hui revenir sur ces demi-finales. Hein. La compétition tire à sa fin. Ça nous attriste beaucoup. On a adoré la compétition. C'est bientôt la finale dimanche, mais avant, on va revenir sur les demi-finales. Et comme à l'habitude, là, je suis accompagné d'Adi Raphaël. Ça va bien, Adi? Ouais, ça va, toi, Anthony. Super excité. On a eu des matchs de très, très haut niveau hier dans cette Coupe du Monde féminine en France. Puis je suis super content de pouvoir en parler avec nos chers experts. Effectivement. Et avant de les introduire, là, je tiens à rappeler à nos auditeurs n'oubliez pas de commenter les épisodes, de les partager à vos amis. Vraiment, là, ça nous aide beaucoup et on vous remercie pour d'être à l'écoute à chaque épisode, malgré la quantité phénoménale de podcasts qu'on vous fait ces temps-ci. Vraiment, là, ça nous tient vraiment à cœur. Et donc là, c'est le moment d'introduire nos invités. Tout d'abord, comme à l'habitude, lorsqu'on parle de Coupe du Monde féminine, c'est pratiquement un habitué au podcast. Georges, ça va bien, Georges? Ça va très bien, merci. Parfait. Et un retour, hein, on avait eu la chance de la recevoir lors de la présentation de la Coupe du Monde. C'est Stéphanie. Ça va bien, Stéphanie? Ça va super bien, merci de m'avoir réinvité. Très, très content de te recevoir et vraiment, là, c'est une compétition excitante. On n'avait pas le choix de te recevoir à nouveau. Donc, on va aller directement dans le vif du sujet. Là. Le premier match de cette coupe, le premier match de cette Coupe du Monde, mais la première demi-finale mettant en vedette l'Angleterre et les États-Unis. Je me souviens au dernier épisode, on se demandait pourquoi pas que l'Angleterre pouvait battre les États-Unis. Finalement, les États-Unis là, sont restés solides. Ils ont eu une petite frayeur avec un penalty vers la fin, mais finalement, ils se sont imposés 2-1. On va commencer par toi, Steph, là, qui est de retour au podcast. Comment as-tu trouvé cette rencontre? Écoute, j'ai trouvé ça intéressant. Je trouve que les États-Unis, cette année, sont arrivés, surtout on a beaucoup parlé du 13-0, de leur excès de célébration, mais après, ça s'est corsé pour elles de façon qu'on a moins vu dans les dernières années. Je sais qu'au dernier podcast, Georges avait dit qu'effectivement, il y avait des moments où ça avait été plus difficile, des périodes, mais elles sont quand même là championnes du monde assez clairement. Et ce match-là, j'ai trouvé intéressant parce que je trouve que l'Angleterre leur en a donné pour leur argent. Ellen White était fabuleuse. Moi, c'est une des joueuses du tournoi pour moi. Et je sais pas si, on en reparlera après, mais je sais pas si les Pays-Bas vont pouvoir faire ce que l'Angleterre a fait. Et voilà, là, c'est décevant aussi avec le hors-jeu qui est arrivé pour l'Angleterre avec le pénalty manqué. Je pense que ça va leur laisser un goût un peu amer, surtout que c'est un peu une répétition de ce qui est arrivé à la Coupe du Monde masculine avec une défaite en demi-finale également contre la Croatie. Donc, c'est ça, j'ai trouvé les États-Unis un peu pâles, mais ils ont donné quand même un beau match. Puis l'Angleterre, pour moi, a brillé durant la Coupe du Monde et est partie sur quand même une bonne note. Parfait. Et toi, Adi, là, est-ce que pour toi, ces résultats étaient logiques? Le résultat, je pense que c'est un match où je pense que chaque équipe a eu sa période et que ça aurait pu aller d'un côté comme d'un autre. Je pense que les Anglaises n'ont vraiment pas à rougir de leurs prestations. Elles auraient très bien pu gagner. Puis finalement, elles ont perdu. J'avais dit sur Twitter le soccer féminin se joue à 11 contre 11, puis à la fin, les États-Unis gagnent. Puis c'est exactement ce qu'on a vu parce que même si les Anglaises ont été extraordinaires, à la fin, c'est le réalisme de ces Américaines qui les fait passer avec de très bonnes 15 minutes, comme l'avait dit Georges dans le dernier podcast et depuis le début de la compétition en disant que quand tu marques le premier but, tu as une grande chance de gagner. Puis c'est effectivement ce qu'elles ont fait. Elles ont mis une pression extraordinaire au début en marquant le premier but à la 10e minute. Elles auraient pu en marquer 4 en début de match.
Puis après, bon, il y a eu Ellen White. Puis après, on a eu une excellente Rose Lavelle qui a été extraordinaire dans ce match-là. Pour moi, c'était la joueuse du match. Puis on voit le 2-1 de Alex Morgan sur une tête déviée. Oui, et avant de reparler des États-Unis, là, j'aimerais avoir ton avis, Georges, sur les Anglaises. Selon toi, qu'est-ce qui a manqué pour les femmes de Phil Neville, là? Je pense qu'il a manqué un peu de lucidité à des moments clés du match, un peu de qualité. On a vu, contrairement à tous les autres matchs dans le tournoi, ils n'ont pas été capables de contrôler le tempo du jeu. Les Américaines ont sorti tellement fortes, ils ont mis la pression, ils ont passé beaucoup de temps dans le tiers offensif. Ils disent souvent les victoires cachent les défauts, puis les défaites les amplifient. Puis moi, j'ai vu un défenseur central, Millie Bright, qui peut-être a été la plus faible des 11 sur le terrain. Elle a bien paru dans les autres matchs, mais là, on voyait qu'elle était un peu dépassée par les événements. Puis à cause qu'elle ne jouait pas bien, mais ça forçait Lucy Bronze à peut-être se replier un peu plus que d'habitude. Le choix tactique d'aller, disons, un 4-4-2 ou un 4-4-1-1, de mettre un shape qui est un peu différent des autres matchs, je pense les affecter. Puis il commence comme ça, puis il donne un but à la 10e minute. Là, ça bouscule tout le choix tactique. Je pense que Nikita Parris, c'est vraiment une joueuse de latérale qui peut attaquer sur les ailes, puis la mettre dans une position plus centrale lui a pas aidé. Pour moi, elle a été un peu effacée dans ce match-là. Mais ils ont quand même tenu bon pendant longtemps. Puis dans l'ancienne façon d'appeler certaines choses, le but qui était refusé par le VAR n'aurait été pas refusé parce que c'était pas, la plupart du corps était en jeu, excuse. Et peut-être le péno ne se fait pas appeler. Donc, on aurait peut-être avoir eu un match 2-2 qui allait en prolongation. C'est difficile. J'aime bien l'Angleterre. J'aime bien qu'est-ce que j'ai vu. Puis sans dire que Phil Neville a fait des erreurs, il y a certains choix qui paraissent un peu difficiles. De laisser Fran Kirby sur le banc, le moment qu'elle est rentrée dans le match, on a vu l'impact qu'elle peut avoir. Donc, je pense un programme, une équipe, un coach qui est à ses débuts dans le soccer féminin doit apprendre à gérer des grosses situations. Puis peut-être il peut s'en servir de ce match-là pour la prochaine grande compétition. Exactement. Et puis, j'aimerais dire que, bon, il est peut-être à ses débuts, mais quand même une demi-finale contre les États-Unis avec un score aussi rapproché. Il faut quand même saluer Phil Neville pour ce qu'il a fait avec cette équipe anglaise. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, bien évidemment, de ce point de vue-là, c'était que effectivement, il a su, oui, peut-être qu'il a fait de mauvaises décisions au début, comme l'a dit Georges. Par contre, il a su rectifier le tir en ramenant Francesca Kirby, comme tu l'as mentionné, en replaçant, je pense, en fin de match, si je ne me trompe pas, Georges, il a replacé Nikita Parris sur l'aile. Oui. Ouais, ben c'est ça. Donc, il a quand même réussi à remettre, tu sais, les États-Unis, les Anglaises sur pied. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, oui, et je pense que cette équipe va grandir. Va beaucoup grandir. Lucy Bronze a encore fait un très, très bon match. On voit combien l'équipe compte sur elle. Vraiment extraordinaire, cette joueuse-là. Je suis très content de l'avoir découvert durant cette Coupe du Monde. Puis voilà, après les États-Unis ont mérité, c'est pas comme si elles n'ont pas mérité leur victoire. Elles l'ont pleinement mérité. Mais je veux juste revenir sur Phil Neville, qui a fait des erreurs ou non, ça arrive à tout entraîneur dans une Coupe du Monde. Moi, autant j'étais nommé entraîneur, autant je dois dire qu'il a beaucoup, beaucoup grandi dans mon estime par la façon qu'il aborde son rôle. On ne voit pas un entraîneur qui voit ce rôle-là comme un prix de consolation ou comme je ne suis pas capable de dénicher un poste avec une équipe d'hommes, mais je vais prendre ça comme deuxième choix. Je pense qu'il y a vraiment... Il y a des petites choses qu'on voit dans ses gestes, dans la façon qu'il parle aux joueuses, dans la réaction des joueuses à ses paroles. À un moment donné, quand Rose Lavelle a été blessée puis elle marchait sur la ligne de touche, il est allé la voir un peu. C'est un grand homme. Moi, honnêtement, là, il a beaucoup monté dans mon estime comme entraîneur qui se donne au soccer féminin. Et si on revient du côté américain, là, Steph,
À l'entendre de la rencontre, t'as-tu à être surprise de ne pas voir Megan Rapinoe dans le 11 de départ? Cette joueuse qui est une vedette la vedette de cette Coupe du Monde avec ses performances sur le terrain, mais également l'angle qu'elle fait couler dans les médias autour du terrain. Est-ce que tu as été choqué de ne pas l'avoir sur le 11 de départ là, et même ne pas l'avoir rentré dans la rencontre? Ben, tout à fait. Puis, dans le fond, d'abord, je voulais juste revenir sur le premier but. Puis je pense que ça a beaucoup fait le succès des États-Unis parce que, en fait, dans leurs 5 matchs précédents du match contre l'Angleterre, il y avait fait le premier but dans les 12 premières minutes. Donc, il avait marqué dans les 12 premières minutes du match. Et contre l'Angleterre, ils en ont rajouté parce qu'ils ont scoré, ils ont fait un but à la 10e minute. Donc, je pense que ça a vraiment fait la différence parce qu'elle met tout de suite la pression à l'autre équipe. Effectivement, Megan Rapinoe n'était pas ni sur le 11, ni entrée, et c'est resté très nébuleux parce que ça n'avait pas été averti d'avance, on ne savait pas trop. Après, ça semble être une blessure à la cuisse, mais elle a dit qu'elle serait prête pour la finale. Par contre, ça reste un peu mystérieux. Probablement là, que c'est une blessure, mais qu'ils ont voulu garder ça un peu tranquille pour justement parce qu'elle est comme la grande star des Américaines dans cette Coupe du Monde. Donc, ils ne voulaient pas un peu donner l'avantage de cette information-là à l'Angleterre. Est-ce qu'elle va jouer dimanche? Ça reste à voir. Lavelle aussi est sortie sur blessure, elle qui avait un excellent match. Donc, je pense qu'il y a ça, là, les Américaines. C'est quand même une équipe qui est un peu plus vieille que la majorité des autres. Et je pense qu'elles ont joué beaucoup de foot dans la Coupe du Monde. Est-ce que ça peut les rattraper? C'est peut-être mon seul point d'interrogation là, pour la finale. Ouais, je suis d'accord avec toi, bien évidemment, Steph. Par contre, il ne faut pas oublier que pour moi, les Américaines, c'est l'équipe qui a la plus grande profondeur dans cette Coupe du Monde. Donc, t'enlèves ces deux joueurs-là, ces deux joueuses-là, t'as deux joueuses aussi talentueuses, peut-être un tout petit peu moins talentueuses, mais aussi talentueuses qui rentrent sur le terrain. On l'a vu avec Press qui est rentré à la place de Rapinoe. On l'a vu sur des milieux. On a Horan, on a Hurts et on a ce qui est la troisième. Horan, Hurts et comment s'appelle la troisième? La troisième, rappelez-moi. Ouais, bah oui, mais il y a aussi celle qui était sur le banc, qui est rentrée à sa place. En tout cas, ouais, c'est ça, Mewis, je pense pour moi, qui est, point de vue des États-Unis, c'est Mewis. Pour moi, c'est la meilleure milieu de terrain de cette formation pour cette Coupe du Monde. Je pense qu'elle a été extraordinaire depuis le début de la Coupe du Monde. Donc, bref, tu as 4 milieux vraiment de très, 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 très haut niveau. Donc, je pense que point de vue profondeur, ils n'ont pas vraiment à s'en faire, les Américaines, de ce point de vue-là. Là. Après, oui, c'est sûr que perdre pour la finale Megan Rapinoe, qui est la capitaine, qui est celle qui a marqué le plus de buts. Bon, maintenant, Alex Morgan l'a dépassé, mais bon, bref, qui est un peu le dynamo de cette équipe-là, ce serait quand même dommage. Oui, et une joueuse qu'on n'a pas encore parlé dans ce podcast, mais qui mérite vraiment tous les éloges après cette rencontre, c'est la gardienne Neuer. Vraiment, elle joue au Red Star de Chicago en NWSL et vraiment sa performance dans cette rencontre, elle a arrêté un penalty, elle a fait des arrêts importants. Georges, j'aimerais avoir ton avis sur cette gardienne là, qui a vraiment gardé les États-Unis dans le match. Et si les Américaines sont en finale, c'est en partie grâce à elle. Là. C'est sûr. Elle a fait les arrêts clés qui a gardé l'équipe dans le match, qui les a permis de passer, mais en tant qu'ancien entraîneur, nous, on dit, mais c'est sûr qu'un gardien doit arrêter le ballon. C'est son rôle dans l'équipe. Faire les arrêts simples, c'est le rôle. Faire les grands arrêts avec toute la pression dans un pénalité comme ça, pouvoir l'arrêter, même si ce n'était pas le meilleur tir de pénal possible. Mais elle vient en relève à Hope Solo, qui était longtemps. Elle a joué dans l'ombre, un peu comme Stéphanie Labbé avec les Canadiennes avant les Olympiques. Tu arrives à ta première grande compétition après remplacer quelqu'un comme Hope Solo, puis jusqu'à présent, tu livres la marchandise. Alors, on voit que les Américains restent encore un peu par-dessus les autres équipes, même si on dit que
l'écart se réduit de plus en plus. Ils ont trouvé moyen de gagner, ils le font à leur façon, ils s'en foutent des critiques, ils célèbrent de la façon qu'ils veulent célébrer. Puis je pense que plus on les critique, plus ils sont motivés de montrer qu'ils sont encore les meilleurs. Ouais, c'est vrai. En parlant de gardien, c'est une bonne question, Anthony, mais en parlant de gardien, est-ce que tu penses, Steph, commençons par Steph, le fait que Karen Bardsley, qui est la gardienne titulaire d'habitude pour l'Angleterre et qui était absente durant ce match-là, et puis c'est Carly Telford qui l'a remplacée, est-ce que tu penses que ça a dû jouer bon, finalement, Telford n'a pas fait d'erreur ou quoi que ce soit, mais est-ce que tu penses qu'une gardienne comme Bardsley, qui est quand même très, très bonne, qui a été très bonne toute la Coupe du Monde et qui est là depuis quand même assez longtemps, perdre ce genre de joueuse pour un match aussi important, ça a dû jouer aussi dans la balance? Je sais pas jusqu'à quel point, effectivement, elle est excellente, mais j'ai pas l'impression que ça a eu tant d'effet que ça. Si on compare justement à l'autre côté avec Megan Rapinoe, s'ils avaient perdu White, ils avaient perdu Houghton, leur capitaine, peut-être que ça l'aurait plus joué, mais je pense pas que, en tout cas, moi, j'ai pas eu l'impression que ça a vraiment eu tant d'effet comparativement à, comme Georges a dit, comme ça a été rapporté aussi dans les médias, le 4-4-2 qui était une nouvelle positionnement tactique, un nouveau schéma tactique qui n'avait jamais été essayé. Je trouve que ça a peut-être été, ça l'a peut-être plus joué dans leur tête puis dans leur façon de jouer. Donc, ça, c'est mon avis à moi. Juste pour dire, je trouve ça un peu drôle. Drôle. J'ai comparé, moi, j'étais pas là quand vous avez parlé de la défaite du Canada, donc j'ai pas pu un peu commenter là-dessus, mais je comparais les effets, un peu les représentations dans la presse, et je trouve que de notre côté, ça a été assez gentil. Les gens, ils sont découragés et tout ça, mais c'était pas, on n'a pas demandé la tête de l'entraîneur, on n'a Moi pas... aussi. Mais je parle dans les médias plus traditionnels. Par exemple, tandis que, bon, pas partout en Angleterre, moi je trouve que l'Angleterre a quand même fait une très bonne Coupe du Monde, mais dans l'indépendant, ils disent que c'était la faute de l'entraîneur, qu'il n'aurait jamais dû mettre en place un schéma tactique comme ça, ça a pris très longtemps avant qu'il repositionne ses joueuses et que finalement, les Anglaises ont juste été clairement moins bonnes que les Américaines. Ce que j'ai trouvé un peu difficile comme critique parce que je les ai trouvées pas si mal comparativement. Et je me dis peut-être qu'on aurait à gagner d'avoir un peu plus de passion pour notre équipe féminine pour faire brasser un peu les choses parce que j'ai l'impression, et c'est un peu mon inquiétude, que on passe ça comme c'est plate, on se reverra l'année prochaine aux Olympiques. J'ai pas l'impression que ça va changer grand-chose et ça me fait peur, pour être honnête. J'aimerais m'exprimer sur ce que tu viens de dire par rapport à ça. Déjà, malheureusement, je trouve que la couverture des médias traditionnels de cette Coupe du Monde est pas suffisante. Ça, c'est mon point de vue à moi. Bon, il y a des efforts par rapport aux années précédentes, mais à part, bien évidemment, quand le Canada était là, quand le Canada recevait la compétition, c'était un peu différent. Mais je pense qu'il y a des efforts. Par contre, c'est très loin d'être au niveau, d'après moi. Puis d'un autre côté, par rapport à l'entraîneur Phil Neville, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est très simple, surtout pour des médias, de venir et pointer l'entraîneur. C'est très facile de le faire. Il faut pouvoir voir une prestation d'équipe dans son ensemble. Phil Neville, d'après moi, a réussi une très bonne Coupe du Monde. Oui, il a fait il a eu de mauvaises décisions, mais si jamais ces décisions avaient fonctionné, on aurait crié au génie. Donc, finalement, c'est très, très facile de pointer un entraîneur, mais moi, je pense que l'Angleterre a réussi sa Coupe du Monde en général si on prend du recul par rapport à ça. Et puis, Phil Neville devrait rester en place et ne pas être critiqué pour tout ce qu'il a fait parce qu'il a fait beaucoup de choses avec cette équipe. Je ne sais pas ce que Georges en pense et ce qu'Anthony en pense de ce point de vue-là. Je peux laisser commencer, Georges. Mais moi, je pense qu'il faut mettre dans un contexte qu'au Canada, il manque une réalité culturelle par rapport au soccer. Angleterre, ils sont connus un peu d'avoir la même attitude envers les équipes nationales que la presse traditionnelle ici à Montréal peut avoir envers les Canadiens. Mm-hmm. Ouais. Tout est noir, on fait un petit espoir. Je prends l'exemple récent avec les agents libres au hockey, on fait un offre hostile, tout le monde est content. L'autre équipe, le match, Bergevin n'a rien fait, il est pourri,
il s'est fait avoir. Je pense que tout résultat autre que gagner la Coupe du Monde allait avoir l'effet de trouver certains quotidiens en Angleterre qui allaient critiquer Phil Neville, justement parce que sa nomination a été tellement contestée. Ouais. Et alors, pour moi, le fait qu'il soit un peu critiqué ou questionné dans certaines médias anglaises, ça ne me surprend pas. Honnêtement, le contraire m'aura surpris. Parce que le seul entraîneur anglais qui ne s'est pas fait un peu critiquer, c'est Gareth Southgate récemment. Parce qu'avant ça, là, à chaque défaite, c'était il faut changer d'entraîneur, que ce soit les gars, les filles. Puis il a vu que le FA a pris tellement de temps à choisir un entraîneur. Je pense que le fait qu'ils ont choisi Phil Neville, ils sont prêts. Ils vont être prêts à lui donner le temps de trouver moyen pour aller. Parce qu'oublie pas que l'Angleterre, ils sont hôtes de la prochaine Coupe d'Europe dans 2 ans. Alors, je pense pas qu'il va recommencer un cycle de qualification vers la Coupe d'Europe avec encore un autre nouveau entraîneur. Surtout que les prestations qu'on a pu voir des Anglaises là, tout au long du tournoi, c'est vraiment une équipe qui, je pense, moi, en tout cas, pour ma part, m'a surpris au début du tournoi. Et vraiment, là, c'est une équipe performante et vraiment, pour l'Euro, là, dans 2 ans, là, pour moi, ça va être l'une des favorites parce que vraiment, ils jouent vraiment bien, selon moi, là. Et vraiment, j'aurais aimé voir une finale Angleterre-Pays-Bas pour vraiment voir pas 2 nouvelles équipes du paysage footballistique féminin, mais vraiment deux équipes avec qui respirent la nouvelle génération de foot féminin. Et ça, je trouve ça vraiment beau parce que vraiment, à l'image de d'autres compétitions qu'on couvre sur Culture Soccer comme la Gold Cup, vraiment, c'est plus toujours les mêmes qui dominent. Vraiment, on peut voir du jeu. Avant, les scores étaient beaucoup plus sévères et maintenant, là, on a des vrais bons matchs et ça, même dès la phase de groupe. Et ça, vraiment, je crois que c'est vraiment une belle étape de franchir pour le soccer féminin. Et pour revenir là, à la question de départ là, sur les médias et tout, c'est vrai que je trouve vraiment qu'au Canada, il manque d'une certaine visibilité envers le soccer féminin, mais envers le soccer en général. Donc, je pense que le mal est plus grand que le soccer féminin, mais je crois que c'est un autre débat vraiment qu'on prend en parler des heures et des heures. Je ne sais pas si quelqu'un avait quelque chose à dire de plus sur ce match ou on passe à l'autre. Ouais, moi, je pense que c'est bon. Je pense que voilà, c'est ça. Ça aurait pu se jouer sur un simple fait de jeu, mais c'était un très beau match à voir. Vraiment, pour ceux qui n'ont pas vu et qui ont la chance de voir une reprise, je vous le conseille. Très, très beau match à voir. C'était pratiquement un match digne d'une finale. Et si on passe au match suivant entre les Pays-Bas et la Suède, là, ça a vraiment été un match très serré. Quelques occasions des 2 côtés. On sentait les Pays-Bas plus à l'aise, mais on s'en entendait. On en avait parlé au dernier épisode. Une Suède très travaillante, solide défensivement face à une sélection des Pays-Bas vraiment assez joueuse et tout. Finalement, là, le score a été logique. C'est les Pays-Bas qui passent. J'aimerais avoir ton avis, Adi, là, sur cette rencontre. Vraiment, les Pays-Bas, là, c'est une belle équipe. Hein? Oui, c'est une excellente équipe. C'est aussi, il y avait l'Italie et les Pays-Bas. C'est mes 2 équipes coup de cœur, moi, durant cette Coupe du Monde-là. Je vais être honnête, j'avais pas vu beaucoup de matchs lors du championnat d'Europe. J'avais pas vu, par exemple, la finale. J'avais même pas vu les Pays-Bas jouer. Et j'ai été super surpris de leur niveau lors de cette Coupe du Monde. J'ai vu tous leurs matchs. Puis que de bonnes joueuses, mais c'est ridicule. J'ai parlé de Viviane Miedema, qui pour moi est la meilleure attaquante du tournoi avec Ellen White, mais pour moi, j'ai une préférence pour Miedema, qui je trouve a un œil extraordinaire, puis est beaucoup plus incluse dans le jeu que Ellen White. Là aussi, il y a eu
des situations un peu bizarres dans ce match-là, des choix un peu bizarres de l'entraîneur dans ce match-là, avec Beerenstein qui a été préféré à Van der Sanden, qui pour moi, Van der Sanden est une excellente joueuse qui aurait fait beaucoup de bien. Et on l'a vu quand elle est rentrée en jeu à la 71e minute, elle a changé toute l'allure du match. Donc aussi un choix un peu discutable de ce point de vue-là. Lieke Martens aussi qui a été remplacé à la mi-temps par Jill Roord qui a très bien fait. En tout cas, c'est quand même intéressant de voir cette équipe. On s'y attendait. Je m'attendais à un plus gros écart. Par contre, elle l'emporte en prolongation 1-0 sur un but, mais vraiment un but extraordinaire de Groenen. Je regardais ce but-là, puis je l'ai vu peut-être à la reprise, genre 3-4 fois, et j'avais la bouche qui s'ouvrait tellement c'était beau à voir. Vraiment placé dans le petit filet, en dehors de la surface, un tir à ras de terre. Ouf, magnifique. Bref, donc très impressionné par cette équipe néerlandaise, et je pense que ça va leur faire du bien de jouer contre une équipe en finale qui joue le jeu et non pas une équipe qui joue regroupée. Parce qu'une équipe qui joue regroupée, elles ont du mal à trouver le verrou. Elles finissent à faire sauter le verrou. Elles finissent par le faire, mais difficilement. On l'a vu contre la Suède avec cette victoire un peu étriquée. On l'a vu aussi face à l'Italie où la première mi-temps a été assez décevante. Donc, elles ont du mal à jouer contre des équipes regroupées. J'ai hâte de voir comment elles vont faire contre les États-Unis qui c'est sûr, vont pas jouer regroupées du tout. Oui, et pour toi, Georges, là, je crois qu'au dernier podcast, là, tu avais prédit une victoire des Pays-Bas. Vraiment, tu trouvais les Suédois vraiment solides défensivement, mais tu les voyais craquer. Finalement, ça a craqué en prolongation, donc ils ont quand même tenu le match. Comment as-tu trouvé la performance de ces Suédoises? Je vais prendre une chose m'avait dit une fois. Le fun des podcasts, c'est quand on n'a pas tous les mêmes opinions. Moi, j'ai été déçu des Pays-Bas. Je pense qu'ils ont tellement de bonnes joueuses. Ils ont tellement de qualité partout sur le terrain. Ils ont peut-être 2 parmi les 4 ou 5 meilleurs attaquants au monde présentement. Ils ont arraché à chaque match, presque. Ils ont réussi à passer, c'est vrai. Ils ont gagné tous leurs matchs, c'est vrai. Mais je m'attendais à plus de qualité. Pour moi, les joueuses que je m'attendais sortiraient puis seraient très, très fortes n'ont pas été constantes. Mais on a découvert d'autres joueuses que je trouve vraiment, vraiment intéressantes. Van de Donk au milieu de terrain, J'adore son jeu. Efficace, touche beaucoup de ballons, se déplace bien, combatif malgré sa taille. J'ai adoré voir son jeu. Spitze au milieu de terrain, c'est le prototype de joueuse défenseur, milieu de terrain défensif qui gagne les ballons, qui s'impose physiquement, qui peut distribuer les balles, très bonne sur les coups arrêtés. Ce match-là a été beaucoup plus serré que j'aurais pensé. Le résultat est juste. Je pense que la meilleure équipe a gagné, c'est certain. Mais pour moi, j'ai pas eu coup d'éclat encore pour les Pays-Bas comme j'aurais voulu avoir. Je pense que la Suède a joué selon ses forces. Pour moi, une joueuse qui a vraiment ressorti dans le match d'hier, c'était Asselani. Combatif, un peu d'aigne, un peu de fâché. J'espère que sa blessure à la fin de match n'est pas sérieuse, mais j'ai beaucoup aimé la façon qu'elle s'est présentée hier. Jacobson encore qui a fait un gros match. Mila Fisher, défenseur central, encore un gros match. Mais je pense, comme j'avais dit, la Suède, ils sont arrivés au fin de chemin. Puis ça va être difficile pour eux, je pense, de se relever pour le match de la 3e place parce qu'ils ont tellement dépensé d'énergie hier. Puis ils ont joué tellement sur l'émotion, puis défendre, contre-attaque. C'est difficile de se relever après un match comme hier. Oui, c'est assez décourageant. Et d'ailleurs, là, en parlant de leur performance, là, durant cette rencontre, j'ai vraiment aimé le travail des 2 gardiennes. D'un côté ou de l'autre, c'était vraiment du haut niveau. Je ne sais pas, Steph, si tu veux nous parler des performances des gardiennes, là, parce qu'il y a quand même eu quelques occasions des 2 côtés et vraiment les gardiennes étaient toujours présentes. Oui, je dirais une chance parce que moi, j'avoue que j'ai pas trouvé que c'était un super match. C'était assez défensif. Le centre était complètement bondé. Donc, il fallait passer sur les ailes. Donc, il y a eu quelques arrêts quand même in extremis. À la 36e, la Suède a failli marquer sur corner. Il y a eu un arrêt vraiment
comme réflexe avec le pied de la gardienne. À la 55e, Fisher, dans le fond, on prend le poteau. Donc, la Suède a vraiment, si à la 36e, il avait marqué, ça aurait peut-être pu changer un peu la dynamique de la partie. Mais moi, j'ai l'impression que les Pays-Bas les ont laissés jouer. Ils sont restés assez bas dans leur zone là, pendant toute la première demi. J'ai eu l'impression de commencer à les voir jouer juste aux premiers 15 minutes de prolongation où là, j'ai vu qu'il y avait plus de hargne, ils voulaient aller vers l'avant. Puis là, il y avait comme un sentiment là, de pression, là, qu'il fallait faire quelque chose. J'ai l'impression que Midema, justement, comme la Suède avait mis tout le monde dans le milieu, on avait beaucoup discuté à trouver Midema, qui, pour moi, n'est pas ressorti tant que ça durant ce match-là, contrairement à d'autres. Fisher a aussi fait un excellent travail de la garder, là, vraiment de la suivre partout. Pour moi, c'était un match de Groenen. Moi, je l'ai trouvé vraiment excellente du début à la fin. Elle patrouillait son aile et son but était magnifique. Mais même avant son but, je trouvais que c'était celle qui ressortait pour le Pays-Bas. Justement, peut-être parce que Midema n'était pas capable vraiment de faire la différence là, dans le milieu de terrain à l'attaque. Mais sinon, j'ai quand même trouvé qu'il y avait beaucoup de passes perdues. C'était pas le plus beau match. Et ça me fait un peu douter. J'ai souvent l'impression que les Pays-Bas étaient arrivés un peu essoufflés déjà, ou qu'ils se sont dit on est capable de gagner contre la Suède, on va y aller un peu mollo parce qu'on va se garder de l'énergie pour les États-Unis. Donc, ça m'a un peu déçue et j'avoue, sur Twitter, il y avait beaucoup de gens qui disaient que c'était un match assez terne. J'espère que la finale, ça va être d'autres choses. Ouais, ben oui, c'était un match assez terne parce que c'est un match attaque-défense. Donc, bien évidemment, ça va être... on l'a vu, en fait, très sincèrement, si je vais être très honnête, mais tous les matchs de la Suède étaient assez ternes, d'après moi, parce que elles jouent super défensif, puis elles vont en contre-attaque et elles font très mal en contre-attaque. Cette fois-ci, elles n'ont pas fait mal en contre-attaque, donc finalement, un match très terne. Par contre, elles ont eu ce poteau avec un excellent arrêt de la gardienne hollandaise. J'ai beaucoup de mal à prononcer son nom, donc je vais m'abstenir. et la gardienne suédoise aussi a fait un très bon match aussi. Par contre, j'aimerais que vous me parliez un peu de la prestation de Sofia Jakobsen du côté de la Suède. J'ai trouvé qu'elle a été excellente. C'est une joueuse qui joue à Montpellier en France. Je trouve que pour moi, ça a été la plus grande... l'arme la plus dangereuse du côté suédois durant ce match et durant la plupart des matchs de la Suède. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Georges? Tu as aimé la prestation de Jakobsen? En général, oui. Je pense pas qu'elle a été aussi performante, qu'elle a ressorti autant dans le match de hier qu'elle a déjà été contre l'Allemagne ou contre le Canada. Mais je pense que c'était la meilleure joueuse, la meilleure attaquante. Dans l'ensemble du tournoi, ça a été de loin la meilleure attaquante, ça c'est certain. Comme je dis, pour moi, hier, la joueuse qui, peut-être pas parce qu'elle était super, mais elle semblait toujours être autour du ballon, c'était Assalani hier pour moi. Elle est toujours, à chaque action, elle était là. S'il y avait une faute, c'était elle qui recevait la faute ou elle qui faisait la faute ou était combatif, était engagée dans le match. On voyait ses interactions avec l'arbitre. Mais Jakobsen, c'est une joueuse de qualité. Puis peut-être c'est un peu ça, qu'est-ce qui a fait, qui a manqué un peu aux Suédoises. Ça prenait une autre joueuse de pointe ou une autre attaquante de qualité. Blastenius, oui, elle a marqué un but contre le Canada, mais elle manquait de constance. Elle a eu une chance contre la gardienne, mais elle a tiré plus ou moins directement sur la gardienne quand elle s'est fait piler sur la main en première demi. Ouais. Une attaquante en confiance, je pense, peut facilement mettre ce ballon dans le but. Mais oui, j'ai rien de négatif à dire sur Jakobsen. C'est une joueuse que j'ai découvert cette compétition, puis j'aime bien sa façon de jouer. Parfait. J'aimerais aussi avoir l'avis, bien évidemment, de Steph par rapport à ça. On peut parler aussi d'Aslani en même temps, parce qu'Aslani, pour les gens qui n'ont pas vu la demi-finale, Aslani est sorti avant la fin du match en prolongation. Malheureusement, il n'y avait plus de remplaçants il y avait plus de remplacement disponible du côté de la Suède. Mais elle est sortie, ça avait l'air très grave. Il paraît que finalement, elle est bien, elle s'est remise.
qu'il n'y a pas de blessure majeure. Il y a une blessure, mais il n'y a pas de blessure majeure. En tout cas, elle bougeait même pas en sortant. Et moi, très sérieusement, j'ai eu très peur de ce qui s'est passé pour elle, mais finalement, elle va bien, juste pour me mettre au courant. Mais j'aimerais parler des prestations de ces deux-là, Kosova Asllani et puis Sofia Jakobsen. T'as pensé quoi de leur jeu, toi, durant la compétition, Steph, et bien évidemment durant le match de cette demi-finale? En effet, Sofia Jakobsen, elle est vraiment ressortie. Je pense qu'il y a quelques étoiles dans des équipes qui sont ressorties comme des nouveaux noms ou en tout cas des noms plus reconnus sur la scène internationale. Et pour moi, Sofia Jakobsen est définitivement l'une d'entre elles. Je suis d'accord aussi avec Georges hier, c'était pas son meilleur match. Elle n'est pas tant ressortie que ça, là, encore une fois. Comme un peu la Suède de façon générale, mais bon, je pense qu'effectivement, elle jouait la contre-attaque. Quand elles se mettent à courir, les Suédoises, elles sont très rapides. Donc, ça, c'était assez impressionnant. Asllani, moi, effectivement, j'ai trouvé qu'elle était un peu partout sur le terrain. Elle attirait des fautes, des coups francs, etc. Et j'ai beaucoup aimé son duel entre elle et Spitza. Je pense qu'elles étaient vraiment souvent une contre l'autre et elles se challengeaient beaucoup. Donc, ça a fait, pour moi, c'était une histoire dans le match. L'autre chose que j'ai notée, c'est la Suède a commencé en jouant de façon très, très physique. Dans la première demi, elles ont eu 13 fautes appelées contre elles, contre seulement une pour les Pays-Bas. Donc, elles sont décidées qu'elles allaient bousculer les Néerlandaises. Mais quand on regarde contre tout le reste du match, incluant les prolongations, c'est 11 fautes pour les Suédoises, pour 13 pour les Néerlandaises. Donc, ça l'a vraiment changé. Je pense que les Suédoises sont arrivées, elles voulaient jouer, elles avaient un esprit de compétition et justement, si elles avaient marqué là, dans la première demi, on aurait eu un autre match. Malheureusement, je pense qu'elles ont dépensé beaucoup d'énergie puis il n'y avait plus grand-chose là, en deuxième demi ou en prolongation, même si elles ont fait un effort qui est tout à fait louable. D'accord, d'accord. Et puis, revenons un peu, on en a parlé un peu tous ensemble, on a parlé un peu de ces prestations-là et de la prestation un peu décevante de Miedema durant ce match-là. Est-ce que, Anthony, tu peux nous expliquer pourquoi on a vu une Miedema un peu effacée? Est-ce que tu penses que c'était plus un problème de Miedema elle-même ou est-ce que c'était un problème, c'était le fait que, en fait, la défense suédoise a vraiment fait très attention à elle avec souvent Fischer qui se retrouvait face à elle ou tu penses qu'elle est vraiment sur la porte descendante? C'est juste qu'elle n'a pas eu le moyen de s'exprimer durant ce match-là. Non, vraiment, j'ai adoré sa prestation tout au long du tournoi. Mais vraiment, je crois que c'est avantage suédoise avant la contre-performance de Miedema. Vraiment, là, Nila Fischer, là, la joueuse de Wolfsburg, là, elle était, comment je pourrais dire ça, elle a été vraiment sans cesse sur elle et vraiment, là, même lorsqu'elle semblait un petit peu plus en difficulté, c'est sa partenaire, là, Sandbrand, qui prenait le relais. Et vraiment, j'ai rien à redire, là, vraiment. Et même, je crois, c'est pratiquement grâce à cela, peut-être que la joueuse Gronen a eu un petit peu plus d'espace sur le but, là. Je crois que ça l'a, pourquoi pas, ouvert des espaces, mais vraiment, moudément, là, je crois pas que c'est une contre-performance. Peut-être elle semblait un peu moins à l'aise, mais vraiment, là, on le sait que la Suède allait être une équipe très défensive, vraiment solide, et on a pu voir ce match, et vraiment, là, une buteuse ne peut pas toujours faire ce qu'elle veut dans les rencontres, et on a le parfait exemple dans ce match-là. Exactement. Et Georges, toi qui a pas été convaincu par le jeu des Néerlandaises, t'as pensé quoi de ce but de Gronen? Mais c'est les petits détails. C'est la passe qui va vers l'avant, le petite déviation dans la course de Gronen, puis l'audace de tirer quand même d'une certaine distance, puis pouvoir placer le ballon presque parfaitement juste à l'intérieur du poteau. C'est un jeu, le soccer, comme beaucoup d'autres sports, c'est un jeu de quelques pouces, puis elle a bien visé. La preuve que des fois, c'est pas toujours la puissance, mais comment on place le ballon. Puis c'était un bon but. Puis c'est une joueuse que je pense elle est destinée à faire des bonnes choses. Et elle va se joindre à Manchester United qui vont monter à la première division féminine en Angleterre.
Puis je pense que c'est une joueuse qui va devenir de plus en plus forte, jouant dans ce que je considère, ou si c'est pas la meilleure ligue féminine au monde qui pourrait bien l'être bientôt. C'était un bon but, il a fait la différence, c'est certain, mais c'est tout le jeu qui a amené au fait qu'elle a été capable de trouver l'espace pour dénicher le tir. Exactement, exactement. Et Steph, tu as déjà parlé un peu de ses buts et de Groningen. J'aimerais avoir aussi ton avis par rapport à ces Néerlandaises. On regarde un peu dans le 11 de départ. Beaucoup de jeunes joueuses. C'est quand même une force qui est déjà en finale de la Coupe du Monde, mais c'est une équipe qu'on va sûrement revoir dans les prochaines années, advienne bien évidemment si on prend en considération que tout le monde reste en santé. C'est quand même intéressant de voir une si jeune équipe arriver aussi loin. Définitivement. Puis c'est seulement leur deuxième participation à la Coupe du Monde. Donc, la progression a été assez fulgurante pour elle. Une première participation, maintenant champion d'Europe, maintenant demi-finaliste de la Coupe du Monde suivante. Je trouve ça vraiment fascinant. Puis, je pense qu'on aurait peut-être des notes à aller prendre sur comment elles ont structuré leur programme. Parce que, bon, je suis fatigante avec ça, mais moi, je commence à prendre des sérieuses notes sur qu'est-ce que nous, on doit faire au Canada. Je vais essayer de militer pour ça dans les prochains mois, années, parce que ça a été une grande déception pour nous là, par rapport à cette participation-là. Oui, et je vais rajouter un petit mot avant qu'on fasse un preview de cette finale, mais du côté néerlandais, là, d'ailleurs, dans cette finale, j'aimerais bien voir, dès le début de rencontre, Shanice Van de Sanden, parce que vraiment, sa performance, ça, qu'elle a fait en rentrant, elle a vraiment amené une énergie que les Pays-Bas n'avaient pas durant la rencontre. Adi l'avait dit dans le courant du podcast, ça, mais vraiment, là, je tenais à le redire parce qu'elle a vraiment fait une excellente prestation. Et d'ailleurs, on va parler de cette finale. C'est les championnes en titre face à une équipe des Pays-Bas, là, vraiment, qui incarne, comme je l'ai dit un peu plus tôt, la nouvelle génération du soccer féminin. On va commencer par Georges. Tu penses ça va être quoi les clés du match de cette finale pour les Pays-Bas? Mais de ne pas encaisser de but tôt dans le match. Je pense que les États-Unis, ils ont marqué un but dans les 12-13 premières minutes de chaque match à cette compétition. Puis je pense que l'important pour n'importe quelle équipe qui vont jouer contre les États-Unis, c'est plus tu peux mettre la pression sur l'autre équipe, plus tu peux les mettre un peu de doute dans la tête, plus tu as des chances. Donc, si le match peut rester serré 45-60 minutes, quand tu as les deux attaquantes de qualité des Pays-Bas, bien, ça prend pas grand-chose pour qu'ils puissent marquer un but. Ce sont des joueuses qui peuvent dominer à eux-mêmes, mais c'est sûr qu'à l'inverse, si Pays-Bas encaissent un but tôt dans le match, ça va juste donner plus de confiance aux Américaines. Ils peuvent s'ajuster défensivement. Puis on voit une grande qualité de coaching de la part de Jill Ellis, ce tournoi-là, qui a su s'ajuster en cours de match à chaque fois. Pour moi, le seul gros match où les États-Unis ont vraiment, vraiment connu un peu de difficulté, c'était contre l'Espagne, parce que pour une fois, il y a une équipe qui a joué un peu le bully, comme on dit en anglais, contre les Américains. Ils ont pressé plus haut sur le terrain, ils les ont sortis un peu de zone de confort. Alors, pour moi, ça, c'est l'important. De bien défendre tôt dans le match et pouvoir s'ajuster plus le match avance. Oui, tu as bien raison, parce que je crois que les États-Unis, depuis tous les matchs de cette compétition, je crois qu'ils inscrivent un but dans les 15 premières minutes. Pour toi, Steph, est-ce que tu as également d'autres clés du match importantes pour les Pays-Bas s'ils veulent l'emporter? En effet, je pense que tout ce que Georges a dit, je suis complètement d'accord. Je pense qu'elles doivent aussi peut-être s'appuyer sur leur connaissance des joueuses qui sont peut-être un peu plus blessées, qui sont moins en forme physiquement, peut-être essayer de passer par là. Et j'ai pas eu la chance de revenir, mais moi, Miedema, effectivement, elle a été très bien contrée contre Fischer. Donc, à l'inverse, les Américaines veulent un peu prendre le contrôle du match. Elles doivent déléguer une excellente défenseuse sur Miedema. Mais Miedema doit aussi un peu reprendre de confiance parce que quand les rares occasions où elle a eu le ballon dans la surface hier, elle prenait un peu son temps là, pour trouver son bon pied, pour faire une frappe. Je pense que dimanche, dès qu'elle a l'opportunité, elle doit frapper, elle doit essayer de marquer parce que
je pense que la première équipe qui va marquer va vraiment faire courir l'autre équipe. Et ça va être la clé du match des deux côtés, à mon avis. Parfait. Et toi, Adi, pour toi, si les Pays-Bas, si les Néerlandais veulent l'emporter, est-ce que tu crois que ça passe vraiment par Mudiama ou comme face à la Suède, là, admettons l'entrée d'une joueuse comme Van de Sanden, une joueuse comme Gronen, Martens, est-ce que je pense qu'eux peuvent prendre la relève ou vraiment ça passe impérativement par Mudiama, là? Ben, écoute, on s'entend que, bon, Miedema est quand même très important dans le système. Par contre, on peut pas mettre tout sur les épaules de cette joueuse de 22 ans, quand même. Je pense que ça va être un tout. Ça va être l'équipe au complet qui doit être parfaite. Chacune des joueuses qui doit jouer son meilleur match à vie pour réussir à remporter ce match-là. Et j'aimerais voir un peu plus de Lieke Martens, qui pour moi est la joueuse la plus décevante durant cette Coupe du Monde-là, côté néerlandais. Je m'attendais à beaucoup plus d'elle. Elle a fait une saison extraordinaire avec Barcelone. Je pense que dans plusieurs matchs, elle était un peu à côté de la plaque. Après, bon, je dis pas qu'elle a été nulle. Non, je disais que elle nous a montré beaucoup plus que ce qu'elle a montré durant cette Coupe du Monde-là. Et puis, j'aimerais vous la voir exploser lors de cette finale. Shanice Van de Sanden, bien évidemment, elle sera sûrement aussi sur le côté droit. Ben, en tout cas, elle permute beaucoup entre elle et le Martens. Puis, Miedema, je pense que c'est ces trois-là qui vont pouvoir créer devant, créer des occasions, et ainsi de suite. Après, rien n'empêche, on a un milieu de terrain, on en a parlé depuis le début du podcast, on a un milieu de terrain extraordinaire avec Gronen, Van de Donk et Spitz aussi qui peut faire la différence. Bref, elles ont les armes pour y arriver, mais la chose la plus importante sur lesquelles les Pays-Bas devraient se concentrer, c'est les 15 premières minutes du match. Si elles arrivent à garder le score nul et vierge pendant les 15 premières minutes, là, elles auraient une chance. Ce sera l'étape 1 de la stratégie des Pays-Bas, selon moi. Oui, on va continuer avec toi, Adi. Pour les clés du match du côté américain, tu crois que c'est quoi que les Américaines doivent faire attention si elles veulent l'emporter, là? Ben, écoute, les Américaines, là où elles doivent faire attention, c'est surtout défensivement. Je pense que défensivement, elles ont montré quelques lacunes, selon moi, même si Kelly O'Hara, lors de la demi-finale, a fait un très, très bon match. Elle s'avance beaucoup. Crystal Dunn a été très bonne. C'est juste en défense centrale où c'est un peu plus compliqué. Les deux joueuses d'habitude sont Sauerbrunn et Dal Kemper. Et bon, Sauerbrunn commence à être un peu plus lente. Elle a 34 ans déjà, puis je sens pas qu'elle est au niveau d'après moi. Bon, c'est un très bon niveau, n'empêche, mais elle n'est pas au niveau qu'elle nous a montré dans les Coupes du Monde précédentes. Donc moi, à la place des Pays-Bas, je mettrais beaucoup de pression sur Sauerbrunn pour pouvoir se créer le plus d'occasions possible. Tant que le milieu de terrain fait attention et donne un certain support à cette défense, elles n'auront pas de problème. Il faut aussi espérer que Rose Lavelle soit remis pour cette finale-là. Mais je pense qu'il y aura Mewis, Hurts à 100%. Et après, ce sera entre Horan et Lavelle pour le milieu de terrain. Puis elles devront aider défensivement cette défensive-là. Donc, c'est là où elles doivent faire vraiment attention. Après, en attaque, elles ont 75 cartouches, puis elles vont sûrement trouver. Je pense pas que ça va être je pense pas que la finale va finir avec un score de 1-0. Je pense qu'il y aura des buts. D'accord. Et toi, Georges, de ton côté, est-ce que tu as un autre point important à rajouter au niveau des Américaines? Je pense depuis 3 matchs, on cherchait toujours, mais peut-être pas autant l'Espagne, mais certainement la France et l'Angleterre ont cherché pour dire ça, c'est peut-être le match où les États-Unis vont perdre. Moi, je le trouve très, très difficile maintenant de parier contre les Américaines. Je pense qu'ils ont ils ont bon mélange d'expérience et de jeunesse. Ils ont des qualités un peu partout sur le terrain. C'est sûr, si on peut mettre la pression un peu sur la défense américaine, avec la qualité des attaquants des Pays-Bas, il pourrait peut-être exploiter un peu la défensive américaine. Mais si Rapinoe joue avec Rapinoe, avec Horan, avec Julie Hurts, avec toute cette qualité, ça va être très, très difficile. Je n'ai pas vu encore un match des Pays-Bas qui me fait croire qu'ils vont être capables de sortir le gros jeu ce match-ci. Et toi, là, Steph, de ton côté, si tu as une joueuse à
à surveiller du côté américain, là, tu vois qui vraiment créer la différence là, pour les joueuses de Jill Ellis? C'est une bonne question. Je vais y aller avec le classique. Pour moi, Alex Morgan, je ne sais pas si c'est sa dernière Coupe du Monde, mais clairement, elle veut laisser sa marque. Elle avait marqué au premier match et elle n'avait pas marqué à nouveau depuis jusqu'à la demi-finale. Donc, je pense qu'elle va vouloir partir sur une belle marque. Moi, peut-être les deux choses que je vois je doute pas des Américaines, mais à mon avis, c'est elles qui m'ont gagné. Je pense que j'ai pas grand doute là-dessus. Mais les deux choses où je me dis peut-être que ça pourrait leur faire mal, c'est les blessures. On en connaît deux, mais ça veut pas dire que toutes les autres sont en pleine forme non plus. Ça a été un long parcours. Pour elles, même si elles peuvent profiter de jours de repos supplémentaires. Et l'autre chose, on en a parlé depuis le début, donc c'est leur niveau de confiance qui est dans le plafond. Là. Il y a même une joueuse qui a dit qu'à son avis, elles étaient non seulement les meilleures dans le tournoi, mais aussi les deuxièmes meilleures. Donc, en voulant dire que justement, elles ont la profondeur pour avoir deux équipes qui battraient tout le monde. Et je pense que dans les derniers matchs, quand même, ça a été plus serré qu'on aurait pu penser. Et c'est en partie parce que, à mon avis, elles prennent ça un peu à la légère pendant certaines phases du match, mais en même temps, elles ont tellement d'expérience, elles ont tellement de talent qu'elles se reprennent éventuellement. Donc, je suis pas trop inquiète pour les Américaines, mais je trouverais ça tellement beau que les Néerlandaises gagnent. Là, ça serait vraiment une histoire de sandwich. D'accord. Et tu disais que tu voyais les Américaines gagner. Si tu avais un prono à donner, ça serait quoi le score de cette victoire américaine? À mon avis, ça serait des choses comme 3-1. Parfait. Et toi, Georges, prono? Je vais dire 3-0. Parfait, Adi? Wow, OK. Je suis très surpris de ces pronos. Moi, je pense que ça va être beaucoup plus serré que ça. Je dirais un 3-2, en fait, pour les États-Unis. 3-2, parfait. Moi aussi, je vois les États-Unis l'emporter sur un score j'hésite entre 2-1 et 3-2, mais vraiment, là, ça serait beau une victoire néerlandaise, mais vraiment, on est sur Culture Soccer. Il faut prendre pour les États-Unis. Donc, un 2-1 ou un 3-2 États-Unis, là, je crois que ça serait une victoire assez logique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter un dernier mot ou on a tout dit? Moi, je voulais juste ajouter une chose. Ce serait quand même extraordinaire de voir les Pays-Bas gagner, même si c'est presque improbable. Ce serait drôle parce elles seraient championnes d'Europe puis championnes du monde. Et à ma connaissance, Georges pourra me répondre. Je pense que c'est jamais arrivé encore qu'un champion d'Europe gagne la Coupe du Monde, ou bien c'est l'Allemagne l'a réussi déjà? J'ose croire, vu le nombre de championnats d'Europe que l'Allemagne a gagné, j'ose croire que c'est arrivé. Je peux pas dire certain, mais j'ose croire que c'est le cas. En tout cas, ce serait quand même un gros exploit de faire les deux en même temps, et puis ce serait quand même intéressant à voir et à expérimenter ça et à être témoin de tout ça. Et donc, c'est le moment de conclure. Merci à nos invités. Merci, Steph, d'être venu pour une deuxième fois pour ces épisodes spéciaux Coupe du Monde 2019. Mais ça me fait super plaisir. Merci de m'avoir invité. Merci à toi, Georges. Tu es là à chaque épisode et vraiment, là, on commence à être habitué à tes paroles toujours aussi justes. Donc, merci encore une fois d'être passé chez Culture Soccer. Ouais, merci à vous d'avoir pensé à moi, de m'inclure à chacun des épisodes. Et merci à toi, Adi. Ouais, toujours un plaisir de le faire avec toi, Anthony, puis avec nos invités, bien évidemment. C'est sûr, on fera encore un épisode après la Coupe du Monde. On va parler, bien évidemment, de cette finale. Et on va vous réserver aussi une belle petite surprise, c'est sûr, avec des invités. En tout cas, ceux qui veulent venir, l'invitation est déjà lancée pour Steph et pour Georges et peut-être pour Élodie si jamais elle peut se libérer. Bref, ou peut-être d'autres personnes, on ne sait jamais. Mais c'est ça. Donc, restez à l'écoute parce qu'il y aura encore un épisode sur cette Coupe du Monde féminine de la part de Culture Soccer.
En effet, et j'espère que vous allez être au rendez-vous. Et d'ailleurs, là, on tient vraiment au nom de toute l'équipe de Culture Soccer, tous les rédacteurs et tout. On veut vraiment vous remercier, chers auditeurs, chers lecteurs. Vous êtes là à chaque épisode et ça nous rend vraiment heureux. Ça nous donne chaud au cœur de voir que malgré la quantité de podcasts qu'on sort, pour les féminines, c'est un à chaque tour. Auparavant, c'était à chaque match du Canada ou chaque match des États-Unis. Pour la Gold Cup, vraiment, à chaque lendemain de match, on est là. Vraiment, on est vraiment heureux de voir que vous suivez nos projets. Et vraiment, il y a plein de contenu intéressant qui va sortir prochainement, qui est déjà sorti. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site, à commenter lorsque vous avez des commentaires, que ce soit positif et négatif. On est là pour progresser et vraiment là, partagez-le à vos amis ou toute autre personne que vous pensez que ça peut intéresser. Donc, merci à vous. Merci encore une fois à nos invités et vraiment, là, on se dit à la prochaine pour un épisode sur la finale, vraiment un épisode qui risque d'être grandiose. Merci à tous.